Donc bonjour Axel de Sade, rebonjour j'ai envie de dire, puisqu'on tourne cette interview dans la foulée de la précédente. Après ton interview donc de la semaine dernière, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, nous allons maintenant parler de l'école que tu as créée, l'école des Arts Sadiens. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'interview de la semaine dernière, est-ce que tu peux te représenter succinctement ? Alors, je m'appelle Axel de Sade, je suis dominatrice professionnelle depuis une dizaine d'années, mais j'évolue dans le monde, dans la communauté BDSM depuis 15-20 ans. Et j'ai, dans mon parcours, eu l'occasion de cofonder l'Hérosticratie, de participer à l'organisation du festival Hérosphère avec des camarades comme Sanzo, Mélanie, Meta, Sixtine, Antoine. D'organiser aussi des jeux de rôle grandeur nature appelés les Subspace. Et mon dernier bébé, oui, c'est l'école des Arts Sadiens. Alors, l'école en pratique, c'est quoi cette école ? Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Elle est créée quand déjà ? Alors, c'est une école qui a été créée, je crois, en 2021, en janvier 2021, et c'est une initiative que j'avais en tête depuis quelque temps, et j'en avais déjà discuté avec des camarades comme à nouveau Senzo ou Dange, etc. Et sur le festival Hérosphère, ce qu'on constatait, c'est que les gens nous disaient tout le temps il faut attendre 1 an pour à nouveau avoir des cours, des ateliers pratiques sur les sexualités créatives. Et puis, en tant que dominatrice professionnelle, je recevais beaucoup de demandes de formation de la part de couples. Et je me suis dit, ok, bon, moi, ça fait 10 ans que je fais de la domination professionnelle. Est-ce que c'est encore quelque chose qui va m'intéresser longtemps? Je ne sais pas. Et comme je disais, j'avais rien à faire entre minuit et 2h du matin. Et je me suis dit, tiens, si on allait créer cette école-là, puisqu'en fait, quand on cherche à se former au BDSM, qui est quand même pas neutre aussi bien du point de vue corporel que psychologique. En termes de risque ? En termes de risque et d'éthique. Il y a des ateliers qui sont organisés par différentes structures, mais il n'y a pas un lieu identifié en tant que tel qui organise toutes les semaines des cours avec un cursus pensé, un cursus d'initiation, un cursus avancé, avec des professeurs qui sont les experts sur ce sujet-là et reconnus comme tels au niveau national, non seulement du point de vue pratique, mais aussi du point de vue de l'éthique, puisque c'est important. Et c'est comme ça, au final, que, au départ, je lance l'aventure, d'abord seule. Je suis le premier semestre, je suis la seule à donner des cours, 8 cours hein, quand même, mais ce sont des cours d'initiation. Et puis ensuite, rejoint notamment sur la partie administration par mon majordome Samoa qui reste là et qui est vraiment la colonne vertébrale, et puis par d'autres personnes. Et aussi par d'autres professeurs, 17 professeurs, et on est autour de 30 cours au catalogue. D'accord. Et nous, on travaille comme une école, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre en septembre, on ferme en juin, et on s'adapte au calendrier scolaire. On donne des cours le samedi et le dimanche, et parfois vendredi, samedi, dimanche. Et aussi en semaine en visio, en distanciel. Et comme je le disais, on a vraiment structuré par un cursus d'initiation. Première chose, voir les bases, qu'est-ce que c'est que le BDSM, qu'est-ce qui fait une relation BDSM, comment on va construire un moment BDSM. Ensuite, on va voir qui suis-je dans ce monde-là, et on va construire ce personnage. C'est-à-dire essayer d'identifier ce qui peut plaire,
et quel personnage on veut jouer, parce qu'on le rappelle encore une fois, le Oui. BDSM c'est aussi un théâtre, hein, quelque part on se construit une personnalité Oui. ou ce qu'on a envie d'être. Le BDSM étant un endroit où on peut se sentir libre d'être qui on a envie d'être, je pense qu'il faut le rappeler. Effectivement, identifier qui on a envie d'être est pas forcément simple, d'où l'importance de ce que tu viens de dire, je pense. En tout cas, moi j'ai développé une méthodologie qui permet de savoir, d'avoir une idée, mais de toute façon, ce qu'on est évolue au fur et à mesure du parcours qu'on a, des expériences qu'on a. Donc ce qu'on construit à un moment T, ça a le mérite déjà d'avoir une réflexion sur pourquoi j'intègre ce monde-là, qu'est-ce qui me plaît, et puis ensuite de réfléchir à comment je m'appelle, comment je m'habille, comment je me comporte, quel vocabulaire j'utilise, quelles sont les pratiques qui me donnent envie, avec qui je peux jouer, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce qui va me permettre de rentrer dans ce monde-là, qu'est-ce qui va me permettre de sortir de ce monde-là, donc les rituels que je vais mettre en place pour faire monter ce personnage et pour faire descendre ce personnage. Et après, des cours d'initiation, initiation à la contrainte, initiation à l'impact. Alors, on va en parler après, on va aborder un petit peu, on va peut-être citer quelques professeurs. Ah mais oui. Mais je voudrais revenir quand même sur une chose parce que je fais des vidéos qui sont également pour les non-initiés, les gens qui connaissent rien au BDSM, et je voudrais quand même revenir sur deux choses qui sont essentielles, c'est que dans le BDSM, on parle de pratiques qui sont parfois potentiellement dangereuses quand on ne les maîtrise pas, d'où l'importance de l'école. Et puis il y a une composante importante dans le BDSM et qui peut s'apprendre, c'est le consentement. Tu en as déjà parlé, mais le consentement, c'est pas forcément évident à saisir. Qu'est-ce que c'est que le consentement, surtout quand on a été biberonné, peut-être trop, au porno, où on peut s'imaginer que quand une femme elle dit non, ça peut parfois vouloir dire oui. Le consentement, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, et en particulier quand on parle de BDSM. Oui, et puis on a aussi mis en place un questionnaire de formalisation du consentement, puisqu'il y a des exercices pratiques. Et donc, à chaque fois qu'il y a un exercice pratique, il y a ce questionnaire qui est au centre, qui doit être formalisé, et ce qui permet en fait de donner une habitude sur les questions à poser, sur les attentions à porter. Donc, oui, sur l'école, on y fait extrêmement attention. Il y a autant de manières de pratiquer que de pratiquants. Et nous, dans l'école, en fait, ce qu'on va favoriser, c'est l'émergence du savoir collectif, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup parler nos élèves ou nos participants, on va les interroger, à votre avis, quelles sont les mesures de sécurité à mettre en place, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on aime être attaché, à votre avis, pourquoi, enfin bon bref, et on va les solliciter et chacun va s'exprimer aussi, et donc va mettre des mots sur ses envies, ses besoins, ses peurs, ses questionnements, etc. Et de là, en fait, de ces partages, parce que même nos professeurs, enfin même tout le monde, en fait, personne n'a la science infuse, et donc on apprend tous les uns des autres. Les professeurs sont là pour structurer le cours, hein, parce que ça dure quand même 4 heures, donc il faut structurer, parce que à partir du moment où tu offres à des gens la possibilité de parler de sexe de manière bienveillante, sans jugement, etc. Les gens parlent beaucoup. Oui, puis quand tu dis qu'il faut prendre le temps d'en parler, est-ce que tu as affaire aussi potentiellement à des gens pour qui en parler d'emblée comme ça n'est pas forcément évident, que ça peut prendre un peu de temps pour se lâcher et pour pouvoir oser dire les choses comme elles sont, hein. J'imagine qu'au début, il y a des gens qui parlent un peu par métaphore, qu'osent pas appeler un chat un chat. Moi, à chaque fois, je dis la même chose. La prochaine fois, je dirais une chatte. En plus, c'est peut-être plus adapté au contexte. Mais bon, j'imagine qu'il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise quand ils arrivent, quand ils débarquent. Ouais, c'est trop mignon. Bah oui, au départ, les gens sont un peu froids, etc. Mais c'est aussi tout le savoir-faire des professeurs qu'on a à l'école. C'est que très rapidement, de par la méthodologie qu'on met en place, les gens se sentent rapidement à l'aise et en confiance, parce que déjà au départ on fixe un cadre de confidentialité, anonymisation des échanges, et très rapidement en fait les gens se sentent à l'aise. Alors en pratique, l'école propose quoi ? Tu parlais tout à l'heure de 30 cours différents.
j'imagine qu'on parle grosso modo de pratiques, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont abordées. Alors, quelles pratiques par exemple? Alors, on a Juan Carlos de la Fistinière qui intervient autour des pratiques anales, donc découverte de l'anal, pratique du fist et lavement érotique. On a Ness Harper qui vient autour de la maîtrise du fouet et du fireplay, waxplay. Qu'est-ce que tu appelles waxplay? Les jeux de bougies. D'accord. Oui. Alors c'est un terme qui m'a beaucoup fait rire quand j'ai interviewé les 4 membres de l'association des Munchiens d'Orléans, qui lui parlait pas de waxplay, il me parlait d'embougification. C'est la première fois que j'entendais ce terme-là, on a beaucoup ri d'ailleurs. Oh, j'adore. Mais je trouvais ça mignon en fait, Ouais, c'était drôle. Bah, on a beaucoup de termes anglophones. Ouais. Donc Ness, Diane Killer qui intervient autour des jeux d'aiguilles, parce que Diane, elle a créé le needle art quand même impressionnant. Cinéden Sublime qui intervient autour de la régression infantile, je crois que tu vas bientôt la rencontrer. Effectivement, on va enregistrer un podcast ensemble. Ah oui. Balthazar Sombre qui vient sur la Florentine, la maîtrise de la Florentine. Alors, est-ce que tu veux nous dire un mot sur qu'est-ce que c'est que la Florentine? La Florentine, c'est le maniement de 2 martinets simultanément. Otomo de Manuel qui vient sur justement la performance, l'art de la performance, performer, incarner. Qui on a d'autres? On a Sacha Bellamy qui vient sur la forniphilie, Galafure qui vient sur le protocole, Geno qui vient sur l'électrification. J'ai peur d'en avoir oublié. Misungi qui vient sur le bondage. Angeline qui vient sur l'orgasmologie de la vulve. Angeline et Laura Pinson qui viennent sur les érotypes, qui sont des archétypes qui viennent compléter ce que je fais moi, mais sur la sphère intime plus globalement. Alors, ce que j'aurais voulu... Et surtout, on a aussi Michel qui est notre modèle de référence, qui vient prêter son corps pour les pratiques les plus, j'allais dire extrêmes, en tout cas les moins faciles d'accès. D'accord. Michel qui est un homme, une femme? Michel qui est un homme, mais okay. Je t'ai pas donné son nom, Michel qui est insoumis. Oh là moi, là. je connais Samoa. Samoa, mais qui est ton majordome? Oui, qui est mon majordome, qui est le majordome de l'école, et puis Michel aussi, qui est le modèle officiel de l'école et qui va certainement reprendre. Enfin, le projet, c'est qu'ils reprennent la partie soumission. D'accord. Pour qu'on développe un peu plus l'école sur la partie soumission, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on forme beaucoup de personnes dominants, et j'aimerais bien en fait qu'on ait un cursus spécial, qui soit adapté à la posture de soumis ou soumise. Ouais. Et clairement, il y a du travail, je croise trop de femmes en particulier, pour qui ça a mal commencé, quoi. Alex Dirty Bumpy m'en parlait, Lady Nix en parle aussi dans son interview. Il y a trop de choses qui ont mal démarré, et je pense qu'effectivement... alors après, il faut qu'il y ait la démarche de se former aussi. Mais je pense qu'en proposant des services, évidemment, ça va se généraliser, pour peu que ce soit durable, les gens pourront se rendre compte que c'est un peu une de mes motivations. Ouais, je crois qu'on est tous sur cette motivation. Dire attention, formez-vous, surtout quand on veut aller loin, quand on s'arrête au foulard sur les yeux, j'ai envie de dire, pour peu qu'on soit en confiance, tout ira bien, mais quand on se fait attacher au plafond, c'est plus la même, quoi. Non, c'est plus la même. Clairement, c'est plus du tout la même chose. Non. Ce que j'aimerais que tu me dises maintenant, c'est que tu m'en dises un peu plus en pratique. Ces cours, ils s'organisent comment? C'est quand? Ça coûte combien? Comment c'est organisé? Tu m'as parlé d'un gala de remise des diplômes. Oui. Alors, ce sont des cours qu'on peut prendre à la carte ou en cursus. Il y a 2 cursus, initiation ou avancée. Et quand on a suivi un cursus, on a
un diplôme, mais qui est une attestation de suivi de cours, c'est pas une attestation de compétences. C'est pas un diplôme de l'éducation nationale. Bah pas encore, mais on ne désespère pas. Ouais. Même chose pour le CPF, on ne désespère pas, je tiens à le dire. Mais on n'est pas sûr. Les CPF, comment dire, la formation... compte formation professionnelle. Voilà, compte formation professionnelle, oui. On ne désespère pas, mais bon. Et oui, il y a une attestation qu'on remet, donc une forme de diplôme avec un objet qui symbolise en fait qu'on a suivi les cours. Et au départ, pour moi, c'était presque une blague ou anecdotique. Et en fait, je me rends compte que c'est important pour les gens. Pour les gens qui commencent, le fait d'être accompagnés et d'avoir cette certification, ils se sentent beaucoup plus rassurés et légitimes. Il faut savoir que moi, ma population, c'est à peu près 80% de personnes femmes cis ou non-binaires ou trans. Et la question de la légitimité, faire taire le syndrome de l'imposteur quand je suis dans une posture de domination, c'est un de leurs besoins principaux. Oui. C'est-à-dire Elles ont besoin peur de ne pas être prises au sérieux ou de ne pas se prendre elles-mêmes au sérieux quand elles sont dans cette posture dominante. Exactement. D'accord. Et donc, voilà, le fait de suivre ces cours, d'avoir une reconnaissance, etc., je pense que ça les aide à se sentir légitimes dans cette posture-là. C'est bien, parce que là tu parles de femmes à 80%, et c'est bien une question à la fois très saine de se poser cette question-là, est-ce que je suis légitime, c'est-à-dire est-ce que je fais bien les choses quelque part, et en même temps j'ai envie de dire très féminine, alors c'est peut-être un point de vue misogyne de ma part, mais j'ai l'impression que les hommes se posent moins cette question-là. Peut-être qu'il ferait bien de se la poser, parfois. Moi, je suis sûre qu'il ferait bien de se poser cette question-là. Enfin, la question de la légitimité. Alors, elles sont sur j'ai besoin, en fait, d'épouser cette posture-là, de me sentir bien et de me sentir sûre de moi. Les hommes cis que j'ai pu recevoir, et eux, ils sont à la recherche de techniques. Mais j'ai envie de dire que c'est la situation. Enfin, on est dans une société patriarcale. Et donc, ce que je retrouve dans l'école suit en fait cette société où l'homme, lui, va être plus à la recherche de techniques et d'éthique et se sent naturellement légitime quand il domine. Est-ce qu'il se sent... Alors, je ne sais pas si le terme légitime est bien adapté dans le sens où il a déjà cette assurance. Est-ce qu'elle est fondée ou pas? La question peut se poser. Mais effectivement, il ne manque pas initialement de cette assurance, ce qui lui donne l'impression qu'il lui manque juste la technique, quoi, quelque part. Oui, c'est ça. Alors que ce n'est pas forcément dans cette optique-là que viennent te voir les femmes. Oui. Elles ont cette impression que peut-être... qu'elles n'ont pas cette assurance, en fait. Ouais, elles ont besoin de se sentir rassurées. D'accord. Sur cette légitimité. Nous, ce qui était important, c'est l'accessibilité. Et donc, en termes d'accessibilité, nous, on propose 3 prix. Je crois que ça commence à 69 € pour un cours de 4 heures. Et ça va jusqu'à 150 €. En fait, tu as le tarif solidaire, le tarif standard et le tarif sponsor. Et tu payes en fonction de là où tu te positionnes. Donc les cours ça dure 4 heures. Lorsque la personne arrive, donc, on la met à l'aise, on a un catering avec boissons chaudes, boissons froides, et Samoa nous gave de petits bonbons et de petits gâteaux, et on a des fruits, et donc pendant 4 heures, on va être ensemble, on va passer un moment ensemble. Ça va commencer par fixer un cadre, quel est le cadre de ce cours-là, un tour de table, la présentation du déroulement de ces 4 heures. Et puis en général, on commence par une partie théorique qui est longue dès lors qu'on est sur des cours d'initiation et beaucoup moins dès lors qu'on est sur des masterclass.
Et puis Parce que la théorie est censée être déjà maîtrisée. Bah, parce que on va sur les masterclass, on va appuyer sur les points techniques de la pratique, sachant que tout ce qui est en amont est vu normalement sur le cursus initiation. D'accord. C'est pour ça que les gens en général ils suivent initiation et avancée, parce que vraiment il y a vraiment une logique dans la construction de nos cours. Et souvent, en fait, les professeurs vont assister aux cours de l'un et de l'autre pour pouvoir ajuster ce qu'ils disent, en fait, dans leur propre cours. Pour que ça se complète bien, quoi. Ouais, exactement. Et ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que avant même la notion de cours, vous faites en sorte, tous les intervenants de l'école, que ce soit avant tout un bon moment, enfin un moment agréable pour les gens. Parce qu'effectivement, autant on pourrait se dire, on va apprendre les mathématiques, on n'a pas forcément besoin que les gens soient bien à l'aise, qu'ils soient contents, mais là on parle de sexualité. Clairement, faire des cours sur de la sexualité sans être déjà bien à l'aise, ça n'a pas de sens, à mon sens, enfin en tout cas. Et c'est ce que je comprends de ce que tu dis. Ah oui, notre premier travail, c'est justement c'est comme dans le BDSM, c'est de pouvoir mettre les gens en confiance, de leur permettre un lâcher-prise, de se sentir accueillis dans leur questionnement, dans l'expression de leurs fantasmes. C'est créer une bulle, en fait, un environnement safe, sane and consensual, comme on dit. D'accord. En pratique, il se passe où ces cours ? Alors en pratique, il se passe à Paris, dans une salle dont on ne peut pas dire le nom, parce que c'est une salle qui sert par ailleurs à d'autres activités. Et le propriétaire, en fait, ne souhaite pas particulièrement communiquer. Associer le nom de la salle à la pratique de l'école des Artadiens. Ouais. D'accord, ce qui peut se comprendre. Oui. Dans un futur proche, ce sera beaucoup plus accepté, et évidemment, vous aurez mis votre logo au fronton du bâtiment. Peut-être, mais notre projet, au bout d'un moment, c'est vraiment d'avoir un lieu qui tourne 7 jours sur 7, en fait. D'accord, ouais. Ouais, vraiment, il y a un besoin, il y a un besoin. Il y a eu l'école, non, c'est pas l'école des cordes, la place des cordes, la fameuse place des cordes, qui, malheureusement, s'est mal terminée. Ouais. Enfin, l'expérience s'est mal terminée. Mais donc, il y a de la place, en fait, pour monter ce type de structure. Ouais, et donc, on est en train d'y travailler. Moi, je sens, avec relativement peu de recul, depuis que je fais ces interviews, que je m'investis beaucoup dans la communication sur ce sujet-là, sur le BDSM en particulier, oui, j'ai l'impression que ça demande qu'à être développé, oui. Et qu'effectivement, il y a une demande, enfin, en tout cas, il y a une démocratisation de l'intérêt pour le BDSM. Ah, c'est sûr qu'il y a... quand on discute, alors moi je le constate, mais quand je discute avec des gens qui connaissent ce milieu-là depuis plus longtemps que moi, c'est clair ça a énormément évolué, ne serait-ce que au niveau légal. Jusqu'en 2005, la pratique BDSM n'était pas reconnue. Jusqu'en 2002, pardon, la Cour européenne des droits de l'homme ne reconnaissait pas la pratique comme de l'autonomie sexuelle. Elle l'a reconnue en 2002, l'autonomie sexuelle. C'est un sujet que je vais aborder avec Sineden, parce que c'est vrai que on peut dire des choses sans avoir dans le détail. Elle sait bien de quoi elle parle dans ce domaine-là. Oui. Donc je trouvais ça intéressant. Sineden qui fait partie des professeurs de l'école. Oui. Je voudrais qu'on parle des élèves un peu plus, tu en as déjà dit 2-3 mots, mais est-ce qu'il y a un profil type de ces élèves qui viennent aujourd'hui, en tout cas, prendre des cours à l'école des Arsadiens ? Alors, il n'y a pas de profil type, c'est vraiment une diversité d'élèves, d'origine sociale, raciale, géographique, quel côté de la cravache, etc. C'est des personnes en couple, des personnes célibataires, des personnes qui exercent depuis très peu de temps et d'autres depuis très longtemps. Majoritairement, c'est quand même des personnes qui se lancent, enfin quand je dis se lancent, qui ont quelques mois ou des envies jusqu'à 1, 2, 3, 4 ans.
5 ans. Après, j'ai des gens qui viennent sur des masterclass et qui exercent depuis 12 ans, qui sont en couple depuis... Enfin bon, bref, c'est assez divers. Et c'est ça qui fait la richesse de l'école, c'est que vraiment, il y a cette multitude, c'est un melting pot en fait, d'envie, de personnes. Donc c'est ça qui est chouette. Par exemple, sur l'hérocycratie, on trouvait que c'était un monde, le BDSM était un monde très blanc. Oui. Et moi, sur l'école, je constate que, justement, plus trop. On en arrive à la fin de l'interview. Je tiens à préciser que la vidéo, et toutes les vidéos d'ailleurs que je sors, sont toujours accompagnées d'une version podcast. D'ailleurs, tu m'as assez enguirlandé pour ça, en me disant que tu avais découvert le podcast et tu ne savais pas qu'il y avait une chaîne YouTube. Donc je le reprécise. Dis-le. Parce que d'autres m'ont dit l'inverse. Je me suis fait enguirlander pour la raison inverse. Je dis, ah bon, il y a un podcast aussi, mais il faut le dire. Ah oui, mais tu vois, les gens n'étaient pas au courant que c'était sur les 2 supports. Et ils ne sont pas toujours au courant. Et tu as bien raison de le dire à chaque fois, il faut le dire. Je le redis avec force, donc toutes les vidéos que je sors sont toujours accompagnées à la sortie à la même date d'un podcast, donc la version audio de la vidéo, et d'un article. J'ai été trop embêté sur YouTube avec des liens, donc je ne mets plus aucun lien ou très peu sur la description de la vidéo YouTube. Mais en revanche, il y a toujours un article associé à cette vidéo-là sur mon site internet dans lequel je vais mettre tous les liens. Et j'invite les gens à aller voir l'article parce que je vais mettre un certain nombre de photos, les liens vers le site internet de l'école, et un certain nombre de liens. Tu peux me rappeler le nom de ton site internet, s'il te plaît? Alors, stevehaldeman.com, stevehaldeman.com. Merci. Je savais même pas qu'il existait. Ah, pourtant, il est marqué sur toutes les descriptions des vidéos. Hein. Oui, mais moi, je suis en podcast. Et en podcast, si tu veux, tu vois, j'appuie sur la vidéo. Je vois pas les descriptions. Et pourtant, sur chaque podcast, il y a une description sur laquelle c'est également rappelé. Donc quand même, je fais un petit peu bien mon travail. Mais je sais. Mais regarde, tu vois, moi, j'appuie là-dessus. Oui. Alors, il y a la description en dessous, mais il y a que les 2 premières lignes. Là-dessus, forcément. Et donc, je vois pas qu'il y a YouTube, etc. Mais maintenant que tu le dis, maintenant, je sais. Bon, en tout cas, et encore une fois, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui, c'est que de toute façon, je t'ai dit, je les écoutais, tes podcasts. Mais ça m'a fait très plaisir de l'apprendre. Et c'est des ressources documentaires sur lesquelles je me base pour écrire le livre, notamment dans les différentes interviews que tu fais. Et notamment, moi, j'avais bien aimé aussi quand tu as parlé de gore et tout ça. Oui, tu m'en as parlé, effectivement, mais je suis honoré. Ouais, donc voilà, c'est vraiment des podcasts de qualité parce que ça nous laisse le temps de parler. D'accord. Bon. En tout cas, je te remercie encore une fois. Merci à toi.